Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de m'excuser pour mon retard et je prie de m'excuser auprès de nos amis allemands qui étaient à l'heure et moi je suis extrêmement en retard. Nous avions une conférence des présidents exceptionnelle parce que nous accueillons vendredi à l'Assemblée nationale le président Zelensky qui vient en visite en France et donc nous avions la réunion pour organiser son arrivée et un débat âpre qui s'est fait autour de cela. Et donc je pensais que ma présence était importante et je vous prie à nouveau de m'excuser pour cela. Je suis particulièrement heureux, Monsieur le Président, cher Anton, Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen in Frankreich, dass bei uns die Übertragung beginnt. Près d'un an après, maintenant la dernière. L'année dernière, nous avions débattu de la réforme institutionnelle et de l'élargissement, et cette fois-ci, nous avons décidé d'axer nos échanges sur l'agenda stratégique à venir de l'Union tel qu'il peut s'envisager à la lumière des échanges entre la France et l'Allemagne, alors que la législature 2019-2024 s'achève. En effet, notre débat de ce jour se déroule quelques jours seulement après la visite d'État du président de la République en Allemagne, une visite à laquelle j'ai participé. Je vois également Sabine Thier qui était dans la délégation française et qui a participé à ce déplacement. Et je tiens à remercier à nouveau en notre nom nos amis allemands pour l'accueil qui nous a été réservé. C'était la première visite d'État d'un président de la République depuis 24 ans. Le fait que nous ayons pu participer au 75e anniversaire de la loi fondamentale témoigne, je crois, de l'ancrage profond de l'amitié franco-allemand. Et la France et l'Allemagne sont évidemment liées par une histoire commune et nous écrivons un avenir en commun. Et cet avenir en commun s'écrit au sein de l'Union européenne et c'est aussi le sens de cette discussion que nous avons entre nos deux parlements. À l'occasion de cette visite d'État, s'est tenu dans la foulée à Meseberg un conseil des ministres franco-allemands le 28 mai qui s'est conclu par l'adoption d'une importante déclaration consacrée aux moyens de renforcer la compétitivité de l'économie européenne. Ce document, que vous connaissez évidemment toutes et tous, envisage plusieurs évolutions novatrices dans les politiques européennes et je voudrais rapidement en évoquer quelques-unes. D'abord, la modernisation des règles de concurrence en matière de contrôle des fusions afin d'assurer qu'elles soient favorables à l'innovation, l'instauration d'une préférence européenne pour la commande publique dans certains secteurs stratégiques, puis le lancement d'une stratégie afin d'établir un système énergétique décarboné qui respecte, et ceci est essentiel, les choix nationaux concernant le bouquet énergétique, également la constitution d'une véritable union des marchés de capitaux, une modernisation de la politique commerciale de l'Union afin de garantir des conditions de concurrence équitables et des possibilités réciproques d'accès au marché. Autre élément important de la discussion, le pacte vert, alors que celui-ci a évidemment connu quelques critiques dans nos deux États respectifs. Les deux gouvernements ont réaffirmé son importance et appelé à en achever la mise en œuvre, tout en soutenant la croissance européenne et, comme le rappelle la déclaration, des investissements de 620 milliards d'euros par an pour la transformation énergétique et 125 milliards d'euros par an pour la transition numérique seront nécessaires à l'avenir. Et dans ce cadre-là, il est peu envisageable que cet effort d'investissement soit financé par la seule mobilisation des moyens nationaux. Ce serait évidemment prendre le risque d'une dislocation du marché unique. Cependant, le texte ne fait pas mention de l'idée d'un fonds souverain de souveraineté européen, ni a fortiori d'un nouvel emprunt de l'Union, mais je crois que ça doit être l'un des éléments de débat que nous devrions avoir entre nous aujourd'hui. Mais ce texte souligne la nécessité de donner davantage la priorité aux dépenses et aux biens publics européens porteurs de nouvelles transformations tout en travaillant à l'introduction de nos nouvelles ressources propres. Là aussi, je crois que ça doit être un élément de la discussion de ce jour. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Je propose, et nous avons convenu ensemble que pour que nos échanges soient les plus dynamiques possibles, eh bien, nous alternions les prises de parole entre le côté français et le côté allemand par groupe de 2 députés. Et donc, je donne tout de suite la parole au président Hofreiter pour qu'il introduise la réunion, puis qu'il donne la parole à ses collègues du Bundestag. Je vous remercie et je vous prie à nouveau de m'excuser pour mon retard. Ja, liebe Kolleginnen und Chers collègues en France, je suis très heureux de pouvoir vous souhaiter la bienvenue maintenant, malgré ce retard. Il est d'importance primordiale que la France et l'Allemagne, devant la toile de fond des
défis géopolitiques, mais aussi dans nos pays, que les deux pays coopèrent étroitement. Nous avons vraiment vu lors de cette visite officielle du président Macron que ces relations sont couronnées de succès. Son discours de Dresde a trouvé un écho très positif. Et puisque nous avons un peu de retard maintenant, je voudrais me limiter à ces quelques remarques liminaires et passer la parole tout de suite au groupe parlementaire. Nous commençons du côté allemand avec les sociodémocrates. Non, on commence par les Français, me dit Madame Badenhausen. Donc nous commençons avec le côté français, avec une députée ou un député, et par la suite, nous continuons ici en Allemagne avec Madame Glöckner du SPD. Donc je repasse la parole à nos collègues en France. C'est la magie de la distance. Moi, je pensais que c'était un député allemand qui devait commencer, mais puisque vous nous offrez la parole, je vais la céder tout de suite à Sabine Thier pour le groupe démocrate. Et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues allemands, liebe deutsche Kollegen, je joins mes remerciements pour l'accueil reçu en Allemagne à ceux du président Anglade. C'était un moment fort. Si je peux me permettre d'être un peu privée, particulièrement pour moi, parce qu'on a terminé cette visite à Münster, dans la ville où je passais 5 ans pour faire mes études. Donc c'était un moment assez important. Bon, il y a eu aussi des conclusions quand on voit ce qui a été affirmé aussi à Meseberg. Et moi, étant à la commission de défense et forces armées, je m'intéresse particulièrement à la base industrielle et technologique de défense. Et j'aimerais savoir quel est votre aperçu quant à une éventuelle préférence européenne. Comment vous voyez aussi le financement de l'Union européenne aussi dans ce cadre-là? On dispose aujourd'hui de plusieurs dispositifs comme EDIP, EDEPA, ASAP, avec des moyens mis en face. On a des moyens intergouvernementaux et on a des moyens intégrés avec le Fonds européen de défense. Mais est-ce que tout ça est suffisant? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin éventuellement aussi des ressources propres ou des fonds spécifiques qui pourraient servir aussi à soutenir justement notre base industrielle et technologique? Merci. Merci beaucoup. Donc, puisque nous avions dit que nous faisions 2 par 2, je propose de passer la parole à un second député français, en l'occurrence Madame Mélin pour le groupe Rassemblement National et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Guten Tag. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui pour discuter des conclusions du Conseil des ministres franco-allemand du 28 mai 24. Il est indéniable que la France et l'Allemagne partagent une relation bilatérale d'une importance capitale. Cette amitié est évidemment un pilier de notre politique étrangère européenne. Toutefois, permettez-moi d'exprimer certaines réserves quant aux orientations politiques actuelles, notamment celles adoptées au Conseil. Le pacte vert européen, bien qu'animé de nobles intentions, semble souvent déconnecté des réalités économiques de nos nations. Cette course effrénée vers une neutralité carbone sans tenir compte de nos spécificités nationales et de l'impact socio-économique risque de fragiliser nos industries et d'accroître les inégalités. Nous devons envisager des transitions écologiques plus pragmatiques et plus adaptées aux réalités de nos peuples et nos territoires. Quant à la stratégie industrielle, l'accent mis sur les technologies de pointe est louable, bien sûr, mais nous ne devons pas négliger pour autant les industries traditionnelles portées par les TPE-PME qui constituent l'épine dorsale de nos économies. Une politique industrielle ambitieuse doit inclure des mesures de soutien pour les entreprises petites et grandes afin de garantir une croissance équilibrée et exclusive. Pour autant, nous souhaitons rappeler aussi notre opposition aux ressources propres en général et les modalités du marché unique actuel. Nous rappelons ainsi notre opposition à beaucoup de traités de libre-échange qui, in fine, ne sont pas gagnants-gagnants. En conclusion, si nous voulons que la relation franco-allemande soit réellement bénéfique pour nos deux peuples, ce que nous souhaitons réellement, nous devons adopter des politiques pragmatiques, justes et adaptées aux besoins de nos citoyens. C'est à ce prix, semble-t-il, que nous pourrons véritablement renforcer notre compétitivité respective et notre croissance dans l'Union européenne. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je repasse la parole au président Hofreiter. Merci beaucoup, Madame Klöckner, des sociaux-démocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Anglade, chers collègues de la Commission européenne de l'Assemblée française, moi je m'occupe surtout de la question de la résilience en ces temps difficiles. Comment est-ce que nous pouvons défendre notre démocratie, notre État fondé sur le droit, et comment, dans ces temps difficiles, nous pouvons assurer la cohésion dans nos États. Et bien sûr, dans ce contexte aussi, les sujets ayant trait au volet social m'importent, comme par exemple le salaire minimum, la loi de la chaîne logistique, donc tant de questions que les citoyens et les citoyennes ressentent personnellement, et ce sont des questions sur lesquelles nous devons nous pencher aussi bien en France qu'en Allemagne. Et personnellement, je suis convaincu que si nous voulons garantir le bien-être de la population européenne, et ça c'est une des grandes promesses de l'Union européenne, nous devons voir cela toujours dans un contexte social, la pensée sociale de base ici en Europe. Et c'est pourquoi il est important pour moi de parler également de la question de savoir comment dans les deux pays nous traitons ces questions sociales qui sont tellement importantes pour que des deux côtés, les personnes puissent profiter de cette promesse de bien-être, notamment dans ces temps difficiles en Europe. Merci beaucoup, Monsieur Kriechbaum des Chrétiens démocrates. Merci, Monsieur le Président, chers collègues à Paris. J'aurais voulu parler en français, mais on m'a demandé de parler dans ma langue maternelle. Il y avait beaucoup de sujets du domaine de la défense que j'aurais voulu aujourd'hui discuter, mais j'aimerais revenir d'abord aux propos de notre collègue du Rassemblement qui avait parlé que le pacte vert est au détriment de l'Europe, au détriment de nos deux nations. Et je ne suis pas d'accord du tout. Parce que, en tant qu'Européens, nous avons une grande responsabilité de réduire la teneur en CO2, parce que le CO2 nuit au climat, mais surtout la France n'a pas de souci à se faire, parce qu'en France, et Madame la collègue du Rassemblement, vous devrez le savoir, Monsieur le Président Macron, juste avant la présidence, a ennobli en quelque sorte l'énergie nucléaire comme une énergie sobre en CO2. Et cela veut dire que vous avez accès à des fonds. C'est quelque chose qui est un mérite du président français. Peut-être que la France en général ne l'apprécie pas partout, mais cela avait bien sûr des avantages très pratiques pour la France. Un autre point. Dans les conclusions du Conseil de sécurité et de défense, il a été dit que les deux États, dans l'avenir également, devrait contribuer au débat sur l'industrie européenne d'armement et fermer des lacunes éventuelles. C'est tellement mou, c'est tellement vide. Et par conséquent, je demande à nos collègues français, est-ce que vous êtes d'accord pour une européanisation, notamment de l'approvisionnement des biens militaires, et quelles sont vos questions, vos demandes vis-à-vis de nous, en ce qui concerne par exemple le renforcement du PESCO, de la brigade franco-allemande, etc. Et j'espère que nous aurons une discussion ouverte ici. C'est ce que nous faisons en tant que parlementaires. Merci. Je repasse la parole à Paris. Est à Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. Vielen Dank, Herr Präsident. Guten Tag, liebe Kollegen. Merci, Monsieur le Président, chers collègues à Berlin. Switcher
Dans ma langue maternelle, je voulais tout d'abord me féliciter des échanges que nous avons aujourd'hui ensemble à un moment crucial compte tenu des enjeux électoraux européens qui se profilent dans nos deux pays ainsi que dans tous les pays de l'Union européenne très bientôt, et insister sur l'absolue nécessité de renforcer toujours et encore le dialogue franco-allemand, la coopération franco-allemande et les approches communes entre nos deux pays, bien évidemment. C'est la condition sine qua non, me semble-t-il, suffisante, peut-être pas nécessaire, mais suffisante et nécessaire, pour que nous puissions continuer d'avancer. Je voulais, comme un certain nombre d'interventions se sont déjà portées sur les sujets de défense et de stratégie, venir sur le Conseil des ministres franco-allemands qui s'est attaché à l'enjeu de la compétitivité, pour me réjouir du fait qu'il y ait une vraie convergence de vues sur cet enjeu de donner un nouvel élan à la compétitivité européenne au cours de la prochaine législature, insister encore une fois sur nos points d'accord, s'agissant de la nécessité de sortir du ralentissement dans lequel est engluée la construction de l'union d'un marché des capitaux, pour véritablement avancer et trouver à fédérer entre nous sur ce sujet essentiel de constitution d'une union des marchés des capitaux. Je ne méconnais pas les sujets de divergence que nous avons, notamment en matière de gouvernance de la future union des marchés des capitaux, mais je souhaite vraiment insister sur l'importance vitale que représente cette union des marchés des capitaux, et qu'il va falloir vraiment avancer vite au cours de la prochaine mandature entre Allemands et entre Français là-dessus. Ça, c'était le premier message que je voulais passer. Le deuxième message est celui sur la politique de concurrence. Je sais, pour siéger au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande depuis quelques années, pour avoir été membre du Parlement européen pendant 7 ans, à quel point ce sujet est quelquefois l'objet de malentendus ou de quiproquos entre Allemands et Français. Mais je crois que nous pouvons là aussi trouver à envisager ensemble les pistes de réforme et d'amélioration sans transformer l'esprit de la politique de concurrence, mais de manière à avancer pour la constitution d'ensemble européen de taille propre à la compétition mondiale. Voilà, donc c'était les points de convergence, notamment sur ces deux sujets-là, union des marchés des capitaux et politique de concurrence, que je voulais vraiment mettre en avant pour que nous puissions ensemble progresser. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Rodrigo Arenas pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues de l'autre côté du Rhin, je ne vais pas parler dans ma langue maternelle puisque c'est l'espagnol, donc je vais me contenter du français. Plutôt deux types de questions. D'abord, la question sur la compétitivité. De votre point de vue, quelle garantie la coopération franco-allemande peut-elle mettre en place pour que les politiques industrielles notamment soient vraiment communes et européennes, c'est-à-dire stratégiquement planifiées, pour éviter un nouvel épisode de compétition contre-productive finalement entre les différentes économies nationales au sein de l'Union européenne? La deuxième qui est sous-jacente est plus une question de cohérence. Quand on voit que les premières mesures concrètes actuellement se traduisent d'abord par un allègement des contraintes administratives environnementales, comment assurer que les politiques industrielles finalement ne se fassent pas au détriment de nos engagements européens climatiques et environnementaux? Comment là aussi pouvons-nous finalement mettre en place une planification stratégique européenne qui nous permette de répondre collectivement aux défis, non pas en tant que Français, Allemands, Polonais, Italiens, Espagnols, etc., mais plutôt en tant qu'Européens? Je vous remercie. Merci. Moi, je n'ai plus de demande de prise de parole ici, donc je vous repasse la parole à Berlin. Vielen Dank. Merci. Passons à l'Alliance 90, les Verts. Chantal Kopf, vous avez la parole. Merci aux deux présidents de commission d'avoir organisé cet échange. Suite au dernier Conseil des ministres franco-allemands et suite à la visite d'État d'Emmanuel Macron ici en Allemagne
dont je le remercie. Il a gagné les cœurs des Allemands. Merci pour le discours européen qu'il a prononcé à l'Université Sorbonne et qui nous a montré quels sont les enjeux futurs de l'Europe dans les mois et les années à venir. Nous avons déjà dit qu'il faut relever ces défis et pour ce faire, il faut parler de l'argent, il faut parler des financements. Nous, du côté des Verts, nous pensons que les fonds propres, les ressources propres sont une bonne voie pour élargir les marges financières de l'Union européenne. Mais nous avons de très grands défis dans le domaine de la défense et de la compétitivité et des transformations. Donc, il faut parler d'autres instruments également. Un objectif important pour un débat constructif en Europe, ce sont des majorités pro-démocratiques dans le prochain Parlement européen après les élections européennes, donc une majorité sur la base des partis démocratiques. C'est un sujet épineux, mais que je voudrais évoquer aujourd'hui dans notre débat et je suis curieuse de connaître les positions respectives des collègues français. Voilà pour l'instant, j'y reviendrai. Passons aux libéraux. Madame Weser, vous avez la parole. Merci beaucoup aux deux présidents. Je voudrais revenir à ce qui a été dit par Sabine Tillet. Il est effectivement très important de souligner que, justement, pour renforcer la base technologie et industrielle de l'industrie de l'armement, il y a un écho. Peut-être vous pourriez changer de microphone. Oui, je prends le micro de mon voisin. Voilà. Donc, de ce point de vue, il faut réfléchir comment renforcer la base industrielle et technologique dans le domaine de l'armement qui doit être financée. La Banque européenne d'investissement jouera un rôle, mettra à disposition jusqu'à 6 milliards d'euros annuellement pour les investissements dans le domaine de la défense et de sécurité dans le cadre de l'initiative européenne en matière de sécurité et de défense. Mais il faut que nos réflexions aillent au-delà de cela, lorsqu'on pense en termes d'élargissement vers l'Est, c'est la question de la sécurité qui se pose. Donc, j'aimerais connaître la position de nos collègues français. Comment donc remplir les normes de sécurité dans le domaine des armements, de la défense? Comment les remplir avec de nouveaux membres de l'Union européenne? Merci. Monsieur Kleinwächter, car il n'y a pas encore de demande de parole en France. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Permettez-moi donc je recommence. Permettez-moi d'être tout à fait honnête. La visite d'État du président Macron n'a pas été honnête à mes yeux. Donc, la première visite après 24 ans, et ceci dans une époque de campagne électorale où on n'a plus le droit de faire campagne. Donc, après 24 ans, il vient en Allemagne, il prononce un discours à Dresde avec une référence au 9 juin. Ce n'est pas honnête. Donc, apparemment, vous avez très peur des décisions qui seront prises par le peuple français, et cette peur, elle est fondée. Donc, à regarder ce qu'il a dit, il a fait référence à la loi fondamentale de l'Allemagne. Il a cité le président Steinmeier. Il a dit l'Europe, ce n'est pas l'objectif, mais c'est la boussole. Donc, qui fait de l'Europe une boussole, a raison de s'inquiéter des résultats électoraux.
Même chose pour les sujets du Conseil des ministres franco-allemands. On parle de paix, on parle du projet de paix européen, un projet que l'on utilise pour fournir de plus en plus d'armes et de soutenir la guerre. Il parle d'une Europe souveraine qui se dirige contre les décisions démocratiques des Européens et parle d'un pacte vert qui est vendu comme un agenda de croissance pour les industries zéro net. Donc, est-ce que vous n'avez pas pris conscience des manifestations des agriculteurs, des blocages des autoroutes en France et en Allemagne, les agriculteurs qui ont manifesté en France contre la politique agricole avec toutes les normes climatiques? Macron et Scholz n'acceptent pas l'Europe telle qu'elle est. Ils veulent une Europe qui se transforme, une Europe transformée, mais pas l'Europe telle qu'elle est. Et c'est une Europe dirigée contre la démocratie et contre les citoyens. Damit sozusagen hatten wir jetzt schon 3. Donc, on a eu 3 prises de parole du côté allemand. Je repasse la parole donc en France pour avoir vraiment un échange franco-allemand. Je passe la parole à Vincent Settlinger pour le groupe des Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc au nom des Républicains, je voulais d'abord remercier nos collègues allemands pour cette belle réunion franco-allemande. On a parlé notamment de liberté de circulation des capitaux. Je pense qu'en tant que député issu d'une circonscription frontalière, donc puisque je suis à quelques minutes de Saarbrücken, on a quand même besoin, et je parle notamment en matière de libre circulation des personnes et en matière de libre circulation des travailleurs, de faire encore beaucoup de progrès, parce que j'ai quasiment tous les jours des demandes. Alors ça va de problématiques de santé, de problématiques de personnes handicapées qui ne sont pas reconnues dans un pays ou dans l'autre. Donc on a quand même encore beaucoup de choses à faire en matière de marché du travail, en matière de libre circulation des personnes, pour que on arrive vraiment à une Europe la plus intégrée possible, parce que le couple franco-allemand a toujours été un peu un moteur dans la construction européenne, et je crois qu'il faut que ça se poursuive, même si parfois, je le dis avec un peu de plaisanterie, un peu d'humour, on n'a pas toujours forcément envie de trop se rapprocher de vous, chers amis allemands, lorsqu'on voit par exemple que vous avez libéralisé depuis quelques semaines maintenant l'usage du cannabis, et ce qui va aussi poser des problèmes au niveau des territoires frontaliers, puisqu'on s'attend à un afflux de personnes qui vont se rendre chez vous dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup à notre président du côté français, au président du côté allemand, pour ces réunions d'échange qui permettent comme ça de pouvoir continuer et perpétuer ce dialogue franco-allemand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Annick Cousin pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président. Merci Messieurs les Présidents de nous réunir et de pouvoir nous permettre d'échanger sur ces différents points. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit notre collègue de notre côté du Rhin, démocrate, je crois, à propos du nucléaire. Eh bien, moi, je me réjouis de cette vision qui, pour une fois, ne vient pas de nos rangs en France, à savoir que le nucléaire est le plus propre et l'énergie la plus propre, et nous étions effectivement leaders dans le domaine en France. Et moi, je déplore que l'écologie soit souvent punitive, et je voulais avoir les exemples concrets de ce que vous avez pu mettre en Allemagne en place, parce que ici c'est toujours avec la carotte et le bâton que l'on avance, et je sais que l'Allemagne est en pointe sur certains domaines écologiques de transition, mais il ne faut pas non plus que ce soit au détriment du porte-monnaie des Français, parce que vous l'avez dit, le nucléaire était leader chez nous et tente à ne plus l'être. Et je trouve ça fort dommage, parce que ça nous augmente forcément les finances. Enfin, on tape dans la poche des Français pour vous permettre en quelque sorte de pouvoir polluer, puisque vous ne polluez pas, soi-disant, avec vos énergies renouvelables. Et je voudrais savoir ce que vous avez mis en place de bout en bout des filières, parce que quand on produit quelque chose, il faut penser à la vie du produit, mais aussi à ce qu'on en fait plus tard. Et qu'est-ce que vous avez imaginé pour
pour la suite de vos panneaux solaires, de vos éoliennes pour aller dans ce sens-là. Et pour revenir sur la question des agriculteurs, eh bien moi je fais partie d'une circonscription très rurale et ce qu'ils nous disent tous, et je crois que c'est le même problème chez vous, c'est qu'ils veulent vivre de leur travail absolument et ne pas être plombés par les surnormes qu'il y a à l'échelle européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je repasse la parole au Bundestag s'il y a encore des questions de votre côté. Vielen Dank. Merci. J'ai effectivement des demandes de parole. Je passe la parole à Axel Schäfer et après à Monsieur Brinkhaus, qui n'est pas présent. Monsieur Petri, Christian Petri, désolé. Christian, tu as la parole. Merci aux deux présidents. C'est une très belle occasion aujourd'hui d'avoir un échange. Ça me fait beaucoup de plaisir car je travaille depuis le début à l'Assemblée parlementaire franco-allemande et justement il y a la possibilité de participer aux réunions de l'autre Parlement. Je l'ai déjà fait à 2 reprises en France à l'Assemblée nationale et c'est toujours une très belle expérience. Je voudrais évoquer 2 éléments qui ont déjà été cités. Vous avez entendu tout à l'heure un représentant de l'Allemagne qui a peur de l'élection européenne, sinon il n'aurait pas tellement critiqué le président français. Donc pour vous rassurer, je viens de la région frontalière avec la France. Donc les informations de la police n'indiquent en rien qu'il y ait un nombre croissant de Français qui viennent en Allemagne pour le cannabis. Donc, ce n'est pas un phénomène qui se dessine actuellement. Nous avons 20 000 frontaliers tous les jours qui viennent en Sarre à partir de la France. Et on peut faire des choses, on peut améliorer les permis de travail, le trafic transfrontalier et il y a des organes qui s'en occupent. Vous avez parlé de l'énergie nucléaire, des panneaux solaires et des éoliens. Je n'ai pas bien compris, car l'énergie nucléaire, c'est celle qui n'a pas une stratégie de stockage de ces déchets toxiques. C'est l'énergie qui coûte le plus cher. Bien sûr, c'est une énergie propre au niveau de la production, mais ce n'est pas durable car on n'a pas de solution pour les déchets. Donc, moi, je choisirais plutôt une approche pragmatique. La France, lorsqu'elle n'a pas d'eau et elle ne peut donc pas faire fonctionner les centrales nucléaires, l'électricité peut venir de chez nous et inversement, je crois qu'il faut surtout être pragmatique et donc parler sur une base consensuelle. En fin de compte, c'est vrai, il nous faudra une stratégie à long terme. Merci Christian. Passons au groupe CDU-CSU. Ralf Brinkhaus, vous avez la parole. Merci d'avoir organisé cet échange. Merci de nous écouter. Merci de nous. Nous aussi, nous aimons vous écouter. J'ai un sujet qui m'intéresse, c'est le sujet de l'élargissement de l'Union européenne. Il y a plusieurs pays qui sont là sur liste, qui veulent adhérer à l'Union européenne, l'Ukraine, la Géorgie, la République de Moldavie et les pays des Balkans occidentaux. Et donc, il y a 2 cœurs qui battent dans mon corps. Il y a ceux qui veulent intégrer ces pays dans ce projet merveilleux de l'Union européenne, tout en sachant que chaque adhésion exige ou complique un approfondissement de l'Union. Donc, trouver un équilibre, c'est vraiment compliqué. Il faut en discuter. Nous le faisons dans cette commission et j'aimerais savoir si c'est également un sujet qui vous intéresse beaucoup dans votre commission en France. Merci et nous repassons la parole en France. À Sabine Thier pour le groupe démocrate.
Merci beaucoup, cher président. Merci beaucoup à monsieur les présidents. Je reviens un peu vers des questions de défense, puisque il y a quand même deux projets, donc on peut, malgré toutes les difficultés, se féliciter en franco-allemand. C'est quand même le SCAF ou FCAS dans lequel on a avancé, et surtout la récente signature d'un Memorandum of Understanding de nos deux ministres de Défense, donc Pistorius et Lecornu, le 26 avril pour avancer sur le char du futur ou le futur du char. Et ce que je trouve assez remarquable dans cette signature-là ou dans les propos des ministres, j'ai envie de dire enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, c'est de dire on a besoin de partir des besoins de nos armées et qu'on arrête de partir des besoins de nos industriels. Je voudrais savoir si c'est aussi votre point de vue, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où la guerre est à nos portes, les menaces sont devenues multiples, hybrides et protéiformes, et donc on a besoin de renforcer un peu cette entente franco-allemande autour des sujets bien précis, en regardant un peu plus vers le futur. Et savoir aussi ce que vous en pensez, c'est une grosse discussion chez nous aussi, d'une éventuelle Buy European Act ou préférence européenne quand il s'agit des questions d'armement. On peut quand même dire pas de diplomatie sans une force derrière, et la force armée a besoin aussi de la diplomatie. Les deux vont main dans la main, et il faut qu'on trouve un équilibre de ce côté-là. Et je crois que la France et l'Allemagne, nous avons un rôle particulier à jouer dans ce cadre-là, et surtout aussi de penser malgré tout à cette fragmentation du marché de défense européen qui est quand même assez surprenant, 72 systèmes d'armement différents, 17 modèles hélicoptères, 20 modèles d'avions, là où les Américains en que 2. Il y a des économies à faire. Je pense que en temps de restrictions budgétaires, c'est pas inutile non plus d'évoquer ce sujet-là et de voir comment on peut faire pour produire plus vite, davantage et en européen. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Rodrigo Arenas pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. On m'entend. C'est toujours intéressant d'échanger avec nos collègues allemands dans le cadre-là, parce qu'on voit bien que l'esprit d'Emmanuel Kant et de sa paix perpétuelle ont tendance à être oubliés face aux défis électoraux des uns des autres, mais surtout à une vision un peu tronquée de ce qu'est l'Europe. Je trouve que c'est dommage de mettre en avant des visions, j'ai envie de dire, nationalo-centrées, alors que justement nous avons besoin aujourd'hui d'un élan un peu plus intense, qui m'amène à la question que vous avez posée, messieurs, dames, sur la question de l'armée. Il me semble qu'aujourd'hui, d'avoir une force conjointe qui permette d'intervenir sur le champ européen et sous l'égide des organisations des Nations Unies est un horizon, il me semble, qui correspond à la construction européenne. Mais pour cela, il va falloir réfléchir à la place que nous occupons, notamment vis-à-vis du commandement intégré de l'OTAN. Si nous pensons à une force européenne, alors évidemment, il va falloir avoir une réflexion européenne. Et il me semble qu'aujourd'hui, cet horizon est un peu difficile. Cela m'amène à la question de l'élargissement. Vous avez posé tout à l'heure la question de regarder vers l'Est, si j'ai bien compris l'intervention il y a quelque temps. Il me semble que cet élargissement, s'il peut être envisagé, ne doit pas se faire pour des raisons économiques, commerciales, ou simplement pour créer des sortes d'États tampons qui nous permettraient d'avoir une relation un peu agressive avec l'Est du continent asiatique. Je pense notamment à la Russie, mais pas seulement. Je pense qu'on nous aurions tort de renouveler l'expérience européenne, d'avoir des sortes d'États tampons qui permettraient finalement de ne pas aborder des relations pacifiées à cette grande échelle. Car oui, nous avons à réfléchir nos relations, pas seulement avec la Russie et les pays qui sont associés, mais aussi avec des grandes puissances comme la Chine, comme les États-Unis et autres, et qui nécessitent pour le coup non pas de nous replier dans nos frontières, mais au contraire d'avoir une projection conjointe. Ce qui m'amène à un troisième sujet qui est la question de
de la civilisation numérique dans laquelle nous sommes, puisque si nous parlons d'armée, nous parlons aussi de cybersécurité, de comment est-ce que nos démocraties aujourd'hui sont confrontées à ces influences-là. La France a souvent fait état justement des agressivités sur le champ numérique qui influencent notre démocratie. Comment est-ce que finalement nos formes traditionnelles d'intervention doivent aujourd'hui être réfléchir, se renouveler pour faire face à cette situation-là. Et la question que je voudrais vous poser, comment est-ce qu'en Allemagne vous envisagez notamment le rôle, je pense, d'une institution que nous avons en commun qui s'appelle l'école, l'éducation, et qui serait de nature à justement permettre aux nouvelles générations de faire face à ce nouveau contexte dans lequel nous sommes. L'idée pour moi est d'aller sur comment est-ce que vous envisagez des coopérations entre nos deux puissances qui permettraient de faire face à la fois à l'intervention des GAFAM et tout ce qui en vient, mais aussi face aux prédateurs commerciaux numériques qui s'installent peu à peu dans le paysage et qui sont une vraie difficulté à affronter d'un point de vue institutionnel avec les formes traditionnelles que nous partageons les uns les autres. Merci beaucoup. Je repasse la parole au Bundestag. Ja, vielen Dank. Merci beaucoup. Nous avons ici une prise de parole de M. Michael Zacher et Konrad Stockmeier. Merci, messieurs les présidents, pour cet échange. Beaucoup de questions ont déjà été payées. J'aimerais bien donner moi aussi ma perspective, ma réponse possible à toutes ces questions. Et il y avait un fil conducteur en quelque sorte, et c'était comment est-ce que nous pouvons, dans ces différents domaines, écologie, politique militaire, stratégie de défense, comment est-ce que nous pouvons arriver à une politique commune? Et cela m'amène à un accent que j'aimerais mettre dans ce contexte parce que je travaille dans le domaine de la culture, je fais partie de la commission culturelle et mis à part cette grande visite du président Macron ici, il y avait aussi un grand événement en France, à savoir le Festival de Cannes, avec une ouverture avec la musicienne Sarou de Sagazin, et j'étais surpris, j'avais entendu parler d'elle, mais je n'avais pas vraiment fait attention à elle comme une grande artiste, et c'est après seulement que j'ai su qu'elle a eu beaucoup de prix en France, comme Victoire de la musique, et c'est après coup, en fait, que je me suis dit que notre perception de la culture de l'autre n'est pas encore suffisamment développée comme il se devrait pour deux pays qui travaillent aussi étroitement ensemble comme la France et l'Allemagne. La chaîne de télévision Arte, certainement, est un grand atout dans ce contexte. C'est un très bon exemple. Aussi, le film Anatomie d'un cas, d'une chute avec Sandra Hüller, qui est une coproduction franco-allemande et qui a été nommée aussi pour des Oscars. Et comme pour la défense de l'Europe, nous devrions également mettre un accent sur la culture européenne et regarder un peu au-delà de nos frontières dans le domaine de la culture. Arte, ce n'est pas seulement un projet bilatéral, on ne devrait pas être seulement un projet bilatéral, mais plutôt un projet européen, je l'espère. Je n'ai pas répondu à aucune de vos questions, j'ai encore ajouté d'autres questions, mais on a encore le temps. Merci. Monsieur Konrad Stockmeier. Merci, Monsieur les Présidents, chers amis à Paris. Je suis un homme politique qui s'occupe notamment de la politique énergétique. Et à mon avis, il est tout à fait louable si nous, les partenaires, mais pas seulement la France et l'Allemagne, mais aussi la Belgique et l'Espagne, si nous aspirons à un approvisionnement en énergie sobre en CO2, neutre en CO2, et que nous nous respectons les uns les autres, même si nous empruntons des chemins différents. Il faut que nous nous respections et j'aimerais exprimer ce respect vis-à-vis de la France en tant que membre des libéraux ici en Allemagne. Une impulsion encore, peut-être que quelqu'un à Paris voudrait reprendre ce fil. Je pense là à l'hydrogène.
Dans le domaine de l'hydrogène, à mon avis, nous avons beaucoup de possibilités de coopération, mais il faudra également penser à nos amis en Espagne. Moi, je viens du sud-ouest de l'Allemagne, donc pas loin de la France, et souvent, des entreprises qui ont des problèmes d'approvisionnement énergétique, je leur dis, il ne faut pas seulement regarder vers le nord de l'Allemagne, l'énergie qui vient de l'Allemagne septentrionale, mais nous avons également des frontières ouvertes et des partenariats avec des pays du Sud. Il faudra plus de coopération avec cela et je serais très heureux si une telle impulsion serait reprise et qu'il y ait cette disponibilité de coopérer avec d'autres pays. Nous serions plus indépendants, plus résilients. Merci. Merci. Et je repasse la parole à Paris, s'il y a d'autres remarques. Il me reste 2 demandes de prise de parole et puis après nous en aurons terminé. Je passe la parole à Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voulais tout d'abord remercier le collègue Zahor pour avoir parlé culture, cinéma et musique. C'était important que nos échanges de cet après-midi n'esquivent pas ces dimensions et qu'à travers Anatomie d'une chute et la jeune chanteuse Zao de Sagazan, on puisse effectivement parler de ce qui nous rassemble et de ce qui peut nous faire vibrer. Vous le savez, Arte est une réussite culturelle et audiovisuelle incontestable. Et nous souhaitons vraiment, comme l'a dit d'ailleurs très clairement le président Emmanuel Macron, faire de Arte une grande et belle et véritable plateforme culturelle européenne à même de proposer vraiment à l'ensemble de nos concitoyens européens des programmes et des contenus de très grande qualité. Sur la thématique approfondissement versus élargissement de l'Union européenne qui a été abordée par un autre collègue, oui, bien sûr, c'est un sujet sur lequel la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale s'est à plusieurs reprises penchée. Nous souhaitons clairement envoyer une perspective européenne forte à un certain nombre de pays candidats. Vous les avez listés dans le désordre, Ukraine, Moldavie, Géorgie, États des Balkans occidentaux, mais sommes parfaitement conscients du fait que nous devons mener des réformes et une transformation d'un certain nombre de mécanismes décisionnels internes à l'Union européenne avant que de pouvoir accueillir de nouveaux membres. Et à cet égard, je rappelle tout l'intérêt, nous semble-t-il, de la communauté politique européenne qu'a créée et voulu le président de la République française et qui permet à ces États d'être régulièrement conviés à des échanges et à des travaux qui vont porter de plus en plus sur des projets concrets entre Européens. La prochaine réunion de la communauté politique européenne se tiendra d'ailleurs au Royaume-Uni, ce qui n'est pas tout à fait anecdotique non plus, le 18 juillet. Je voulais rapidement également toucher un autre sujet qui a fait partie de l'agenda du Conseil des ministres franco-allemands portant sur l'enjeu de la compétitivité, c'est celui de la politique commerciale européenne. Je me félicite que dans le texte qui est sorti à l'issue de ce Conseil des ministres franco-allemands, il est écrit que nous soutenons ensemble une politique commerciale européenne ambitieuse, solide, ouverte et durable qui permettent de conclure des accords commerciaux équitables et qui promeuvent les intérêts de l'Union. Voilà, je crois que il nous faut concrètement avancer à travailler à résorber les différences d'approche et les divergences de vues que nous pouvons encore avoir sur certains sujets, sur une certaine vision de l'Europe, certes ouverte sur le monde, mais pas offerte. Vous le savez, en matière de politique commerciale, par exemple sur le projet d'accord Mercosur, nous portons vraiment une demande de révision du mandat de l'accord sur le Mercosur et je termine par là sans vouloir être trop précise. Ça n'est pas un secret non plus que s'agissant des relations commerciales avec la République populaire de Chine, nous souhaitons pouvoir envisager sans naïveté, je dirais en toute lucidité, tous les aspects de la compétition stratégique, pour ne pas dire plus, que mène la République populaire de Chine à l'encontre du reste du monde et notamment des pays de l'Union européenne. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à Sabine Thier. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue Constance Legris a dévancé certaines de mes questions ou interventions, mais un grand merci effectivement à Monsieur Zahar d'avoir évoqué la question culturelle. J'irai même plus loin, j'évoquerai la question d'interculturalité, parce qu'en réalité, vous l'avez évoqué, on ne se connaît pas suffisamment. On devrait approfondir aussi les moyens d'échange, de connaître un peu mieux nos différents systèmes. C'est d'ailleurs une des raisons d'être aussi de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, parce que entre un État fortement centralisé comme la France avec un exécutif très fort et un État fédéral avec un Parlement plus fort et des échelons décisionnels différents, je crois que là aussi on a besoin il y a un besoin de se connaître beaucoup plus. Comme d'ailleurs en général dans l'Union européenne, l'intégration pêche parfois par le fait que les 27 se connaissent pas suffisamment avec leurs priorités et leur histoire ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte, et c'est vrai que notre collègue Petri à la dernière législature, il est venu 2 fois à la Commission des Affaires européennes. On devrait peut-être réfléchir, et j'invite les 2 présidents d'y réfléchir comment dans le cadre de nos agendas quand même très contraints, on pourrait renforcer un peu la présence des collègues allemands chez nous et de nous au sein de la Commission des Affaires européennes du Bundestag. Je crois qu'il serait vraiment intéressant de regarder un peu plus près le fonctionnement. Quant à l'élargissement, je rejoins les propos de ma collègue Constance Legris. Oui, il y a une nécessité. De toute manière, je veux dire, l'Union européenne aujourd'hui doit se mouvoir dans un espace géopolitique qui a changé. Nous avons besoin de renforcer quelque part autour de nous, mais ça demande quand même aussi certainement une réforme des traités. Est-ce qu'on en est prêt? Parce que nous devons éviter tous les blocages. Et un dernier mot pour Monsieur Kleinwächter. Je trouve un peu dommage de dévaloriser la visite d'État du président de la République française, puisqu'elle a été prévue à un autre moment. Malheureusement, elle a dû être repoussée, ce qui était quand même aussi, je veux dire, une forme de politesse de la part de la France de voir si le plus rapidement on pourrait venir. Je crois que rien ne vaut les rencontres personnelles, parce que la politique reste quelque chose aussi de personnel, et je crois qu'à n'importe quel moment, c'est quelque chose de très important. Et donc, à nouveau, je réédite mes remerciements pour l'accueil que nous avons eu en Allemagne. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de demande de prise de parole ici, donc je vous repasse la parole à Berlin si vous le souhaitez. Wir haben hier allerdings noch eine ganze Reihe von... Oui, il y en a encore beaucoup. Jusqu'ici, encore 5. Nous commençons par M. Petri, M. Winkler et Mme Kopf. Christiane, tu as la parole. Merci. Cet échange, je pense, comme nous l'organisons aujourd'hui, est très important, mais aussi les visites mutuelles dans les commissions me semblent très importantes. Je serais très heureux si nous pouvions organiser une réunion commune en présentiel. Et je fais la proposition suivante à nos collègues allemands et français. Le programme de travail de l'Union européenne, on devrait le regarder, de la commission future, et l'on pourrait formuler une délibération commune pour l'Assemblée nationale et pour le Bundestag dans un sujet où nous avons déjà de la coopération. Ce serait une intensification pas seulement symbolique, mais aussi pratique de notre coopération. Réfléchissez-y, s'il vous plaît, si c'est faisable. Monsieur Winkler des Chrétiens-démocrates, Tobias. Merci aussi pour cet échange. 2 ans après l'agression de l'Ukraine, il y a toujours beaucoup de soutien, mais pas suffisant, notamment pour le matériel lourd, les systèmes de défense aérienne. Je salue ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir un approvisionnement européen commun
Mais il faut mettre le doigt dans l'après. Monsieur Macron dit à chaque fois la disponibilité de la France de s'engager encore plus et que son pays est aux côtés de l'Ukraine. Mais quand on regarde les chiffres, la France est bien derrière dans l'aide militaire et humanitaire et ne remplit pas ses propres promesses, ses propres idées. Est-ce que le président ne parle que pour lui-même ou est-ce qu'il parle aussi pour vous, les parlementaires, ou pour la majorité? Ou est-ce que vous pensez, vous aussi, que la France et l'Allemagne devraient aller de pair pour motiver d'autres pays pour s'engager? Deuxième question, la désinformation, sujet qui a déjà été abordé. Nous, Européens, déjà actuellement, nous sommes dans une guerre hybride qui a été commencée par les Russes pour déstabiliser notre liberté, notre paix sociale. La France, de manière tout à fait impressionnante, a pu établir des structures de défense contre des agressions hybrides. Et nous pourrions peut-être aussi profiter de vos idées, de vos avances dans ce domaine. Mes remerciements dans ce contexte aussi. Question, puisque vous avez pu faire du progrès dans ce domaine de la défense contre des agressions hybrides, est-ce que vous voulez être un précurseur européen et peut-être en faire une priorité pour la commission future? Chantal Kopf de l'Alliance Vert 90 Les Verts. Oui, moi aussi, j'aimerais encore aborder le sujet de l'Ukraine. Je suis très heureuse que M. Macron ait dit d'une façon aussi claire qu'il est important pour l'Europe et essentiel, vital pour l'Europe de soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour la liberté. Et c'est quelque chose qui a trait aussi au débat sur l'énergie dont nous avons parlé. Nous n'avons pas encore de système général de sanctions dans le domaine nucléaire ou du LPG. Les caisses de la Russie sont toujours remplies par le vente de tels vecteurs d'énergie. Alors, quelles sont les mesures nécessaires du point de vue français pour limiter ce commerce avec la Russie? Madame Weser, des libéraux. Problème de micro. Madame Weser prend un autre microphone. Bon, il faut voir aussi que la France n'a pas le même produit intérieur brut que l'Allemagne et doit aussi s'occuper d'autres foyers de crise dans le monde entier en raison de son histoire de puissance coloniale. Mais il faut dire aussi que la France a clairement dit qu'elle s'engage aux côtés de l'Ukraine, notamment en livrant des systèmes Scalp. Ce n'est pas une bonne idée de critiquer les partenaires parce que les conditions de base ne sont pas les mêmes. Moi, j'aimerais parler brièvement de l'élargissement vers l'Est de l'Union européenne. Je suis d'avis que cet élargissement vers l'Est de l'Union européenne importera, notamment devant la toile de fond de la situation géopolitique. Il est indispensable d'ouvrir les bras pour ces États de l'Europe de l'Est et de les accueillir. La question de savoir est-ce qu'on va le faire avec la même vitesse qu'on l'avait fait auparavant? Il y a toujours cette idée des deux vitesses, une alliance des volontaires, des priorités dans certains domaines, de coopération seulement dans certains domaines. Et c'est quelque chose que nous devrions discuter avec la France également. De toute façon, il nous faut une meilleure capacité d'action de l'Union européenne et pour ce faire, il faut un processus de réforme et notamment ces réformes, abolir le droit de veto dans le Conseil des ministres est d'importance primordiale, notamment dans les domaines de la politique de sécurité et des affaires étrangères, pour arriver à des résultats plus rapidement. Merci beaucoup et pour finir, Julia Palk. Il s'agit d'un débat ouvert et je repasserai la parole à Paris. Julian,
Merci aux deux présidents. Je me réjouis à ma collègue Chantal Kopf. Le négoce de Poutine avec de l'uranium et d'autres matières premières. Il y a dans Bassax, il y a une succursale de Framatome qui, ensemble avec Rosatom, voudrait produire des éléments de combustion pour les nucléaires. Et est-ce que, ensemble avec vous, vous serez d'accord pour lutter contre cette coopération entre Framatome et Rosatom? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord pour élargir les sanctions, notamment aussi pour l'uranium, pour la production d'éléments de combustion? Il y a encore deux autres prises de parole, M. Kleinwächter et M. Kriechbaum, et après nous allons clore pour éviter qu'il y ait trop de déséquilibre entre la France et l'Allemagne. M. Kleinwächter. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler également de l'élargissement à l'Est, une question que j'adresse à mes collègues français. On nous dit que la capacité d'action, il faut la renforcer, que l'Union européenne doit se réformer pour donc intégrer les pays de l'Europe de l'Est, mais ce qui fait défaut, c'est un concept concret de réforme de l'Union européenne en réduisant les prérogatives, car un élargissement et un approfondissement en même temps, ça ne marchera pas. Donc, je voudrais connaître l'état de la discussion à l'Assemblée nationale, si vous êtes derrière le président ou si vous avez vos propres idées. Mon analyse personnelle, c'est la suivante. Bien sûr, c'est permis de discuter de l'élargissement, mais pas seulement sous l'influence de la guerre d'agression menée par la Russie. Cela ressemble à de l'actionnisme. Il faut intégrer tous dans l'Union européenne pour éviter que ces pays soient donc du côté de la Russie. Donc, nous voulons revenir à la communauté économique européenne et à ce moment-là, un marché unique doit remplir un certain nombre de conditions pour que le projet marche. Merci à la France pour vos commentaires. Monsieur Kriechbaum du groupe CDU-CSU, je voudrais réagir à ce qui a été dit par Sabine Tillet. Elle a parlé de la politique commerciale. Ça serait déjà bien, je le dis à mes collègues en France, si la politique de l'Union européenne était révisée concernant un point. Les accords de libre-échange que nous avons actuellement sont trop chargés, contiennent des éléments qui font que la durée des négociations s'allonge de plus en plus. Et cela ne sert à rien. Il y a les droits sociaux, les droits environnementaux et autres qui jouent un rôle. Donc, si on avait cette même aune dans tous les autres accords qu'on a déjà négociés, qui sont déjà en vigueur, c'est plus de 130. À ce moment-là, il faudrait dénoncer plus de 90 accords commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il est avantageux pour l'Union européenne dans les accords de libre-échange? Il ne faut pas trop les charger. Je pense, par exemple, aux accords conclus avec les pays de l'ASEAN. Et pour revenir à la culture, j'aimerais que la culture soit également importante du point de vue des instituts Goethe qui ont été fermés en France. Là aussi, ça aurait été une bonne contribution à la préservation de la diversité culturelle et à la coopération culturelle entre nos deux pays. C'est vraiment un signal erroné, complètement erroné, que de fermer les instituts Goethe en France. Merci. Repassons la parole à Paris. Mes chers collègues, je remercie nos collègues français et allemands qui ont fait l'effort d'être présents. Je crois qu'il est temps de conclure nos échanges qui ont été passionnants. Moi, je propose, sur la base de l'expérience de ce jour, que nous pensions à un autre format
pour la prochaine fois, et je saisis au bon la proposition qui a été faite par la collègue Tillet d'organiser une rencontre en physique, parce que je pense que si nous voulons avoir une discussion soutenue dans laquelle les questions des uns et des autres puissent trouver des réponses, nous avons besoin de nous voir physiquement ensemble et vraisemblablement en présence de membres de nos gouvernements respectifs pour que nous puissions aussi les interroger sur la vision que les uns et les autres développent ensemble et défendent aussi ensemble parfois au niveau européen. Et donc je vous remercie pour cela et je propose, cher président Hofreiter, que nous en discutions pour que ce soit plus efficace qu'un échange à distance de cette manière-là qui ne permet pas toujours une discussion comme nous aimerions pouvoir l'avoir. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et l'organisation de ce débat et je vous propose qu'on organise cela très rapidement. Vielen Dank. Merci. Merci aux collègues côté français. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de sujets qui méritent un débat approfondi. Par exemple, lorsqu'on discute ensemble des questions d'armement, s'il y a une bonne coopération, cela permet de faire des économies, d'avoir plus pour la même somme qui est dépensée, mais il faut agir à court terme. Par exemple, pour ce qui est des véhicules blindés ou le SCAF, à la fin des années 2030, ces systèmes seront donc disponibles. C'est dans plus de 10 ans. Mais avant aussi, il y a des questions de sécurité qui se posent. Donc, il faut coopérer étroitement et bien réfléchir également sur la politique énergétique pour nous organiser d'une manière que ça fonctionne malgré les approches différentes. Il faut réfléchir sur les sanctions. Il y a un très grand défi vis-à-vis de la Russie. Donc, il y a effectivement une série de questions qu'il faut aborder. Le GNL, on n'a pas de sanctions du tout concernant le GNL. Donc, la Russie gagne toujours de l'argent pour financer sa guerre. Il y a d'autres éléments toujours dans la discussion et une réunion en présentiel, ça serait bien, mais il faut trouver une date. Donc, on fera tous un effort pour trouver une date. Merci à vous tous. Bonne continuation et à la prochaine. Merci. Et la réunion, elle est close. Merci.